Salut à tous, c'est Pangdasheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va résumer un petit peu ce bouquin-là de Buddha Pills. Je l'avais acheté initialement parce qu'il y a une partie qui m'intéressait bien, qui était notamment tout ce qu'ils appelaient de Dark Side of Meditation, qui est vraiment une partie intéressante. Je vous en ai déjà un peu parlé, je pense que je reviendrai dessus sur des lives. Là, je vais vous résumer globalement l'ouvrage, donc avec des notes que j'ai prises. Donc globalement, il est parti au départ, l'auteur, dans une démarche où il s'interrogeait réellement sur le potentiel de changement personnel avec la méditation. Il est allé dans ce qu'on appelle les projets de Prison Ashram Project, qui considérait en fait que la cellule d'un prisonnier revenait à peu près à la même dévotion ascétique qu'un yogi ou quelqu'un qui est un méditant. Maintenant, l'idée, c'est que d'un côté, il y en a quand même un qui a décidé d'y aller, d'aller dans son ascétisme, dans ses restrictions, dans son emploi du temps strict, etc. Alors que, en prison, le mec, il a pas trop demandé. Par contre, que l'un puisse switcher sur l'autre, et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il y a autant de personnes qui vont se plonger dans la religion, dans les spiritualités quand ils sont en prison, parce que ça se rapproche quand même de certaines conditions. Bien sûr, il faut un changement pour qu'il y ait au moins un début de travail, il faut un désir de changement volontaire du détenu. Proposer des choses et leur imposer des classes, quelles qu'elles soient, c'est pas vraiment ok. Mais en tout cas, il met en avant que y a des techniques qui peuvent ouvrir des voies alternatives, on verra avec une personne en particulier, et encourager des changements positifs chez les individus. C'est pas le cas pour tout le monde, ça il l'a mis quasiment dès le départ. Il y a un des fondateurs donc, du Prison Ashram Project, qui s'appelle Bo Lozoff, qui disait que pour lui, c'était s'autoriser une transformation plutôt que se dire je vais me réhabiliter. Donc c'est vraiment un travail en interne avec, je pense, vraiment un état d'esprit qui est complètement à part, qui va permettre que la méditation slash les spiritualités puissent avoir un impact à un moment donné, plus que se dire simplement je fais ça pour être apte après à me retrouver ok dans la société. Il souligne un élément, donc notre Miguel Farias, que en l'occurrence, il faut prendre en compte les traits de personnalité. Et il explique bien que, en fonction des personnalités, bien sûr, la méditation ne va pas fonctionner de la même façon, voire même ne va pas être du tout positive pour certains types de personnalités, certaines personnes, on va dire, de façon plus générale. Il y a bien sûr des personnes qui vont avoir des modifications extrêmes, d'autres qui vont rien avoir du tout. Après, il parle de toute une facette sur comment, outre les méditations, comment on peut amener vers des états de conscience modifiés. Donc, il parle de la respiration holotropique de Grof, qui permet en gros de rentrer dans des transes et de laisser s'exprimer de par le corps et par les verbes des éléments du subconscient. Il met bien sûr la méditation transcendantale et en gros, il parle des différentes évolutions, il parle un peu d'hypnose, etc. Il propose que la méditation soit plutôt une hygiène mentale. Et ça, c'est assez intéressant. Il reprend un des instructeurs qu'il a pu croiser, parce qu'il s'est formé du coup. Et il a bien aimé le principe d'hygiène d'esprit, en gros, pour s'extraire de sa tristesse, ses soucis, etc. etc. Et donc, il en prend plus ça comme une hygiène qu'un cheminement de transformation, un élément du quotidien, plutôt que quelque chose qui a pour but euh, un, un- ouais, comme un éveil, une évolution où vraiment je ne suis plus la même personne. Il ramène bien sûr quelques éléments sur les critiques, notamment Ronald Siegel, qui soulignait que la méditation n'était pas la panacée, que souvent c'était vendu comme tel et que c'était dangereux du coup parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de tout ce que ça peut créer comme problématique, et qu'il y a plein d'angles morts qui ne veulent pas être étudié par certains, parce que les groupes, notamment la méditation transcendantale, avaient tellement fait d'études, avaient financé tellement d'études, et que tout le monde était dans le même mood, qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de
pseudo-papiers qui ont été en fait pas du tout scientifiques, mais hyper orientés politiquement parlant, pour vendre davantage la méditation. Va y avoir, et ça on en a déjà parlé, les crises spirituelles et les maladies mentales. Il y a un élément qui est intéressant, c'était avec qui il parlait en fait, il y a dû avoir un nom mais là je l'ai plus, de certaines ruptures mentales pour être interprétées comme des étapes de processus de croissance spirituelle. En gros, tu vas pas bien, mais c'est normal, ça fait partie du changement. Je sais pas si vous avez vu hier soir, il y a G1000 qui a sorti une vidéo et qui était assez intéressante parce que justement, il parlait, il reprenait quelqu'un qui a fait, Joyka, qui a fait un truc sur les thérapies qu'il appelait réel et il faisait justement un peu ce constat-là que il y a je crois qu'il parlait du rebirth, et il parlait, vous savez, dans le rebirth on a cette hyperventilation qui va amener dans des états, parce qu'on hyperventile et qu'il peut y avoir des crampes, il peut y avoir des émotions qui ressortent, des stress, plein de choses, et le reverse, mais là on va avoir la même chose chez Grove, on va l'avoir dans beaucoup de systèmes, dans les méditations de façon générale. Les facettes connues de ce qui peuvent être problématiques peuvent être considérées comme non problématiques et des étapes de ton évolution. Alors que ça peut être juste une pathologie ou un mal-être qui se développe. Et ils prennent l'exemple, voilà, je l'ai retrouvé, de Michael Talbourn qui, en fait, avait des troubles bipolaires et des délires messianiques et pas du tout des expériences spirituelles. Donc cette confusion, et vous savez, on l'a parfois avec notamment tout ce qui est le chamanisme, où il y a beaucoup de personnes qui vous disent oui mais en fait il n'est pas fou, il est simplement un chaman, il est juste en train de communiquer avec des esprits. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais du coup ça peut faire croire à des personnes qui clairement pathologiquement sont dans le pathos que en fait non, c'est des messies, c'est des chamans, c'est des êtres éveillés, et que c'est juste le système qui ne comprend pas parce que je reprends mon article sur l'ethnocentrisme, on est basé sur notre vision du monde ethnocentré. Donc ça c'est vraiment des points, moi c'est vraiment ça qui m'intéressait dans l'ouvrage, qui prend en compte. Va y avoir toute une notion où je vous en ai déjà parlé, puisque je vous ai un peu parlé de ce bouquin, qui est la méditation sans la religion. Et pour lui, il y a un vrai problème là-dessus, dans le sens où, notamment le mindfulness, peut être problématique parce que il y a l'absence de directive morale, il y a l'absence du dharma, il y a l'absence de l'action juste, de la parole juste, il y a l'absence d'un ensemble d'éléments qui vont faire croire que juste le système technique est suffisant, alors qu'en fait c'est un système technique plus une spiritualité autour, et que on a voulu extraire ça, nous les occidentaux, et dire non, on prend que l'aspect pratique. C'est un peu ce qu'on a fait de par les médicaments, on dit non, la plante elle a ce substrat là qui peut être une molécule qui va être top, on va la mettre dans un médoc et on enlève tout le reste. Et parfois, même si moi je suis pas vraiment un énorme pro naturopathie, voire je le suis très peu, mais c'est vrai que ils sont aperçus aussi scientifiquement que dans les plantes ou dans certains éléments, ça régule. Il y a certains autres éléments qui régulent, ce qui parfois n'est pas le cas parce qu'on va surexploiter dans le médicament cette molécule. Et c'est un peu pareil. On tue un peu l'homéostasie de base dans laquelle s'est développé peut-être une début de solution, et on n'en prend qu'une molécule en disant c'est bien, mais il peut y avoir des effets secondaires, on va dire plutôt ça. Ça peut très bien marcher, ou il peut y avoir des effets secondaires, et moi c'est toujours ce principe-là, penser qu'il peut y avoir ces effets secondaires et faire attention tout simplement. Après il parle un petit peu de la notion de non-violence du bouddhisme, ça c'est intéressant, mais ça nous apporte pas plus. Il parle de Sai Baba. Où est-ce que je peux vous trouver un truc? Sai Baba, je dois avoir un encens avec écrit Sai Baba dessus. Bref, Sai Baba, ça a été un gros arnaqueur qui a affirmé d'avoir des pouvoirs surnaturels, et des hindous ont eux-mêmes montré
les tricks de fakir qu'il utilise. En gros, hein, la magie comme on connaît, faire sortir de sa bouche une chaîne ou un œuf ou un truc, etc. etc. Tout ça, c'est connu en prestidigitation, comme je le dis très mal. Okay. Après, bon, c'était lui tout son travail personnel, donc en gros les 6 mois d'entraînement qu'il a fait, où il dit que bah, ça lui a fait du bien pour son physique et que ça a un peu calmé son mental. Il dit par contre que il y a un gros problème de piège de l'ego spirituel qui amène pas forcément quoi, donc la méditation n'amène pas forcément à la vertu, etc. Mais souvent, si on n'a pas un ego qui se développe correctement, qui va amener à une espèce de toute puissance, voire de mépris de l'ensemble des personnes qui ne sont pas dans le même mood, mindset, état d'esprit et façon de fonctionner. Il y a un cas qui est intéressant qui était Nick Brewer, qui a été un trafiquant de drogue, qui est devenu yogi. Donc le gars, bon, il a vraiment mis en place de nouvelles choses, ce qu'il a appelé vraiment une transformation personnelle. Par contre, j'ai bien aimé, parce que le Nick en question dit, attention, le yoga, c'est quoi, pour lui, c'est pas le yoga qui a produit des changements de personnalité durables. Ça, je trouve que c'est intéressant. Il pense que ça a ravivé sa confiance en lui et ses valeurs personnelles, lui permettant de diriger du coup son ambition vers une voie non déviante. Mais qu'il doit persister à travailler sur ses vieilles pensées, parce que s'il ne pratique pas régulièrement, ses instincts et tous ces trucs primitifs reviennent. Donc c'est pas genre j'ai fait de la méditation, je suis dans des phases cool et tout le reste de ma vie c'est ok. Et je pense que de façon générale sur l'exploitation des trans, il y a vraiment ça. C'est pas tout est changé et tout est easy maintenant. Non, non, il y a plein de choses complexes. Et il faut respecter aussi le fait de revenir régulièrement sur ses pathos, ses problématiques, etc. etc. Bon, alors après, bon, il parle d'une rencontre avec un père bénédictin sur la contemplation. Le travail persistant nécessaire, hein, il revient vraiment dessus, où il dit il faut que ce soit régulier, si c'est juste un petit peu de temps à autre, c'est pas forcément top, et on peut aller très rapidement dans un développement de l'ego un peu malsain. Bien sûr, ce qu'on avait un peu vu, les phases d'ombre qu'il peut y avoir avec la méditation, avec des développements de problématiques psychologiques, avec des emprises, avec des guidances qui sont pas ok, avec la connexion avec ses parts d'ombre. Donc globalement, le bouquin est cool. Je reviendrai vraiment plus sur le chapitre dédié aux phases d'ombre, mais on en avait déjà un peu parlé en live, donc n'hésitez pas à poser des questions si je peux trouver des réponses dessus, comme ça on pourra aller un petit peu plus loin et avancer sur ce sujet là. En conclusion, vraiment prenez en compte que si vous faites de la méditation, auto-hypnose, etc., il y a du très bon, il y a du moins bon, ça n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas fonctionnel pour tout le monde, ça peut même pour certains être quelque chose de plus problématique que positif. Faut juste le prendre en compte et se dire ok, j'ai testé, ça m'a fait du bien, ça me fait pas de bien, ça me fait pas de bien, je continue pas, ça ne sert à rien. Si vous vous sentez bien, observez juste si ça s'aligne avec ce que vous êtes au quotidien. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.